commencer. Les personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, merci à tous d'être présents et d'être parmi nous. Donc, c'est mon premier webinaire, donc je me permets de me présenter. Juliette Fropier, je viens de rejoindre l'Ecolab le 1er septembre. Donc, je vous demande un peu de compréhension si je ne suis pas capable de répondre à toutes vos questions, puisque je suis en plein apprentissage de tout ce qui se passe avec des IAT, mais bon, j'espère répondre à la majorité de vos questions en tout cas. Donc, pour commencer, si jamais à l'issue on n'a pas répondu à toutes vos questions, vous verrez, il y aura plusieurs moments où vous pourrez poser des questions, mais si on n'a pas répondu à toutes vos questions, c'est possible de nous contacter sur notre adresse mail générique qui est en bas ou de scanner notre QR code et vous irez sur notre site internet où nous mettons beaucoup d'informations. Alors, je vais commencer par vous donner le programme du webinaire. Si j'arrive à faire passer la slide. Je vais vous faire une courte introduction du webinaire avec déjà les quelques notions sur notre appel à projet, sur les cas d'usage de l'IA pour la transition écologique dans les territoires. Et ensuite, nous aurons l'honneur d'avoir quelques retours d'expérience des collectivités qui ont été lauréates en vague 1, donc Bordeaux Métropole, la ville de Noisy-le-Grand et la ville de Metz, qui nous présenteront leurs projets, qui vous donneront un historique sur la formation de leur consortium et qui ensuite vous donneront quelques bonnes pratiques. On a prévu ensuite un court échange donc de 10 minutes de questions-réponses avec les collectivités lauréates. Donc à ce moment-là, ça sera l'occasion de poser vos questions uniquement aux collectivités. Et donc je vous demanderai de le faire via le chat et je leur ferai remonter vos questions. Ensuite, on aura par le Hub France IA une présentation du livre blanc de la communauté des acteurs de l'IA, donc qui avait été annoncé pendant un précédent webinaire et qui va être publié aujourd'hui sur notre page web. Ensuite, nous aurons une intervention des interconnectés et à l'issue de la conclusion, on laissera un petit temps pour une session questions-réponses où cette fois-ci, vous pourrez allumer vos micros pour nous poser vos questions et nous essaierons d'y répondre au mieux. Et avec un peu de chance, Alexandre Chaffotte de la Banque des Territoires pourra me rejoindre pour m'aider à répondre à ces questions et préciser les modalités pratiques de l'appel à projet. Donc cette session de questions-réponses à la fin, ce sera vraiment l'occasion de poser toutes vos questions, alors que la première session de questions-réponses aux collectivités, ce sera vraiment orienté sur les collectivités et sur les questions que vous pourrez avoir à leur poser. Donc pour donner un rapide contexte, et je m'excuse pour ceux qui auraient déjà assisté à des webinaires et qui l'auraient déjà, et merci d'éteindre vos micros. Si Maëlle ou Marine peuvent bien éteindre les micros des gens qui les allumeraient par erreur. Merci. Et donc, dans le contexte, donc l'appel à projet, il s'inscrit dans deux démarches au niveau national qui sont la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et la planification écologique et France Nation Verte, donc qui est vraiment d'actualité aujourd'hui et qui doit se mettre en place donc dans les territoires. Donc en tout, ce sont 40 millions d'euros pour soutenir des solutions à base d'IA frugale par le biais de démonstrateurs dans cet appel à projet. Donc trois choses peut-être à expliciter. Donc par IA, intelligence artificielle, on entend une définition qu'on a prise, je crois, de l'OCDE, qui est un système automatisé capable de formuler des recommandations, d'établir des prévisions ou de prendre des décisions pour un ensemble d'objectifs définis. À IA, on a rajouté la notion de frugal parce que donc c'est des projets pour la transition écologique et l'idée est bien donc que les projets aient une balance environnementale positive au final. Et donc on veut qu'il y ait un accent qui soit porté à la fois sur la sobriété des données et de la puissance de calcul et bien à la fin donc que les projets mesurent leur propre impact environnemental à l'aide d'outils et donc, l'outil qu'on a sélectionné, c'est Green Algorithm. Et donc, vous pouvez regarder, bien sûr, dans le cahier des charges, exactement comment faire pour mesurer l'impact de votre projet. Et ensuite, démonstrateur, donc dans le titre de notre appel à projet, l'objectif, c'est que donc, ce soit une expérimentation qui ait lieu sur un territoire et qu'ensuite, il puisse se répliquer dans d'autres territoires. Et c'est pour ça qu'on a choisi donc la notion de démonstrateur. L'appel à projet a lieu sur 3 ans, de 2022 à 2024. Donc actuellement, on est sur la deuxième vague qui va se clôturer au 1er décembre et il y aura donc une troisième vague en 2024.
Et c'est donc orchestré par le secrétariat général pour l'investissement, l'Ecolab, dont je fais partie, le coordinateur IA, qui est Guillaume Avrin, et opéré par la Banque des Territoires. Quelques caractéristiques, donc expérimentation en conditions réelles et à une échelle représentative de la collectivité. Le cas d'usage, il doit venir en réponse aux besoins de la collectivité, ou, enfin, non, donc là j'ai cité la collectivité ou l'établissement public territorial qui recherche une solution. Le seuil minimum de dépenses cette année pour la vague 2, il est à 600 000 euros. Et le chef de file, donc ce sont des consortiums qui vont répondre à cet appel à projet. Et le chef de file de ce consortium, il peut être au choix une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, un établissement public territorial, par exemple un bailleur social ou un hôpital, ou alors un acteur émergent, c'est-à-dire une entreprise de moins de 12 ans, qui répond donc à un besoin entrant dans la compétence d'une collectivité. Et dans ce consortium, tout acteur, qu'il soit public ou privé, peut être associé. Donc, par exemple, un institut de recherche peut être associé à un consortium ou une grande entreprise peut être également associée à ce consortium. Alors, donc ça, je voulais préparer pour donner un bref aperçu du coup des cas d'usage auxquels on peut penser pour l'IA dans les territoires, si j'arrive à contrôler mes slides. Donc, à la fois l'IA, l'IA a à la fois des capacités qui peuvent servir aux collectivités. Donc, si j'en ai identifié trois, par exemple, que ce soit la détection sur une image qui permet ensuite, avec les technologies d'IA, de catégoriser et de compter les, euh, les objets qu'on veut repérer sur une image, par exemple que ce soit des vélos ou des voitures. On peut vouloir optimiser des ressources et des opérations avec l'IA qui va donc utiliser des grands volumes de données et permettre ainsi de trouver des économies à faire à la fois sur les ressources d'un processus ou sur les opérations, ou alors va permettre de prédire des opérations pour anticiper du coup des choses à mettre en place sur ces opérations-là. Et après, donc ce qu'on a vu récemment avec ChatGPT, par exemple, ça peut faire du traitement du langage et de la synthèse. Et donc ça, je le mets en face par rapport à des thématiques qu'on peut trouver dans les territoires, qui sont nombreuses. Transport, mobilité, déchets, eau, bâtiments, santé, environnement, éclairage. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Et en fait, si on essaye de faire des liens entre donc, ces capacités de l'IA qu'on peut identifier et les thématiques dans les territoires, on peut trouver des cas d'usage de l'IA. Ils sont nombreux et donc on en a vu quelques-uns en phase 1 et les collectivités reviendront dessus. Mais par exemple, l'amélioration du tri des déchets, l'optimisation des tournées, que ce soit dans le transport en commun ou dans la récupération des déchets, la détection des fuites d'eau. Quand on parle du traitement du langage, ça peut aussi nous aider à faire des synthèses, des retours des usagers, des services publics, etc. Et pour finir ma brève introduction, slide suivante. Donc les résultats de la vague 1, on a eu 7 projets d'IA déposés dans 5 régions différentes et donc 4 lauréats parmi ces collectivités. Donc on a Bordeaux Métropole, Vendée Numérique, la ville de Metz et Noisy-le-Grand. Et aujourd'hui, nous avons donc 3 collectivités qui sont présentes sur ces 4-là. Et je vais commencer du coup par introduire Christophe Collinet, qui est chargé de mission Métropole Intelligence à Bordeaux Métropole. Donc là, j'ai la main, c'est ça en fait, après? Oui, Très bien. Mais je bonjour à tous vous... et bonjour à tous. Je voulais déjà m'excuser parce que j'ai un petit problème de voix là. J'espère que vous aurez une restitution à peu près correcte, mais j'ai été rattrapé par un petit virus. Donc voilà, je vous demande un peu d'indulgence si ça se coupe par moment. Donc, alors là par contre, j'essaye de faire défiler, ça n'a pas l'air de fonctionner. Voilà. Donc là, la présentation, donc ça concerne le projet Stack Optim. Donc ça, c'est un acronyme qui signifie en fait standardisation des audits de comptage pour l'optimisation énergétique des bâtiments. Et c'est un partenariat assez original puisqu'en fait c'est un partenariat entre Bordeaux Métropole et Domo France, qui est un bailleur social et dont j'ai pu voir qu'il y avait un des représentants qui était dans la salle aujourd'hui. Nicolas Gétil, je pense que si tu veux intervenir, Nicolas, je pense que ça doit être aussi possible.
Donc, pour présenter le projet, si vous voulez passer la slide suivante. Voilà, donc là, ce que on voulait résumer sur cette diapo, c'est l'ensemble des partenaires qui constituent le projet. Donc, les deux maîtrises d'ouvrage, en l'occurrence Bordeaux Métropole d'un côté, et en particulier la direction des bâtiments qui était concernée par le projet, puisqu'en fait, il s'agit de faire de la rénovation énergétique de bâtiments, mais on rentrera peut-être un peu plus dans le détail ensuite. Et l'autre maîtrise d'ouvrage de Mot-France, donc groupe Action Logement, avec donc le chargé de mission maîtrise énergétique qui est avec nous dans la salle. Se sont associés au groupement DRIAS, donc qui est un bureau d'études conseil en intégration de services sur de la gestion technique patrimoniale. La startup Coquelicot, euh, qui est en fait un éditeur logiciel expert en simulation énergétique, et c'est notre expertise en termes d'intelligence artificielle au niveau du projet. Et enfin, Enerlab, qui est un bureau d'études techniques aussi sur la réalisation d'audits énergétiques sur nos bâtiments. Donc, les Drias et Enerlab étaient déjà des partenaires de Bordeaux Métropole et de Mot-France, qui a effectivement facilité la constitution du consortium d'une part, et la réalisation également de la réponse qui s'est faite relativement rapidement parce que nous étions déjà habitués à travailler ensemble. Voilà, si vous voulez passer le slide suivant. Alors, peut-être pour revenir un petit peu sur les enjeux du projet, hein, c'est surtout des enjeux liés à l'empreinte carbone, hein, les émissions de gaz à effet de serre. On sait, les collectivités, c'est 12% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Et donc, le parc public, c'est un tiers du parc tertiaire national. Euh, L'autre gros enjeu, en particulier enfin pour nous, c'est vrai aussi pour Domo, mais l'enjeu important, c'est la consommation énergétique. Aujourd'hui, c'est 80% de notre consommation d'énergie qui est consommée dans les bâtiments publics. Et il faut également revenir sur la mise en place du dispositif décret tertiaire qui oblige les collectivités, mais en fait, c'est un chemin sur lequel on était déjà engagé. Pardon, à diminuer de 40% les consommations énergétiques à horizon 2030. Ceci dit, l'augmentation du prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine nous a déjà amené à devoir réduire drastiquement nos consommations. Sur le parc de logement social, alors, excusez-moi, je vais... Donc sur le parc de logement social, c'est 4,7 millions de logements, 10 millions de locataires et 36% des ménages qui sont logés dans un parc social en situation de précarité énergétique. La loi climat et résilience qui oblige l'éradication des passoires énergétiques avant 2025 pour ceux qui sont en classe G, 2028 pour ceux qui sont en classe F et 2034 pour ceux qui sont en classe E. Donc on adresse en fait un enjeu de société. Sur la présentation des patrimoines, je sais pas si Nicolas, tu peux prendre la main parce que je vais avoir du mal à aller au bout de la présentation si ça t'embête pas. Je vais te le proposer, effectivement. C'est gentil. Merci beaucoup parce que là, j'ai vraiment la voix cassée, quoi. Merci. Alors, cette slide présente finalement nos patrimoines respectifs qui peuvent être comment dire, concernés par ces dépenses énergétiques et par cette recherche d'optimisation. Pour Bordeaux Métropole, 550 sites, 1,2 million de mètres carrés chauffés pour 120 gigawattheures, 14 millions de dépenses de chauffage en 2022, avec un objectif de réduction des consommations de 38% entre 2007 et 2017. Concernant Domo France, nous sommes à peu près 42 000 logements actuellement, 110 000 locataires.
1 million de mètres carrés chauffés, 140 gigawattheures pour 9 millions de factures énergétiques. Alors, on a doublé, voire triplé, hein, on prévoit doubler, voire tripler en 2023. Et le dernier objectif était de 15% de réduction de la consommation d'énergie entre 2014 et 2021, objectif qui va être mis à jour. Et effectivement, comme Bordeaux Métropole, on était engagé sur différents labels, critères et objectifs qualité 50 001, qui nous engagent justement sur ces problématiques énergétiques, entre autres. Si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Du coup, les objectifs. Avant de passer la slide, les objectifs, ça va être de proposer un bouquet de travaux énergétiques multicritères le plus optimisé possible. Comment? En première étape, c'est effectivement réaliser un audit tout simplement sur site comme on le fait tous. Et l'idée justement, c'est de rationaliser au maximum cet audit, analyser quelles seront les données minimales nécessaires, sous quel format, qui nous permettront justement d'arriver à l'objectif précisé. L'étape 2, identification des actions les plus pertinentes grâce à un jumeau numérique. Du coup, on a non seulement un audit, mais en plus, on réalise un jumeau numérique que l'on calibre. euh, et en plus de cela, on met une couche d'intelligence artificielle déjà pour la calibrer au mieux et ensuite pour faire un certain nombre de simulations qui nous permettront d'atteindre finalement l'objectif. Ça peut être le bouquet en fait qui nous coûtera le plus rationnel, qui sera le plus optimisé en fonction de nos critères. Les critères, ça sera évidemment le coût financier. Ça peut être les euros par kilowattheure économisé, les euros par kilogramme CO2 économisé et autres. C'est ce que nous permettra cette intelligence artificielle. Du coup, ça rejoint ce qui est indiqué en étape 3. On pourra aussi comment dire, on pourra aussi réaliser des éléments de mesure et de vérification des économies réalisées grâce au protocole installé. J'ai oublié de mentionner le fait que tout ceci, ce jumeau numérique et cette intelligence va se reposer aussi sur un certain nombre de compteurs d'énergie thermique, de compteurs d'eau, de température d'ambiance, qu'on installe dans chacun de nos bâtiments. Du coup, c'est aussi l'objet de ce projet-là, d'identifier quel est le nombre minimal de compteurs finalement qu'on peut mettre en œuvre tout en gardant cette finalité de trouver un bouquet de travaux le plus optimisé possible, euh, afin d'avoir, comment dire, d'être le plus efficient possible et d'avoir la bonne dépense adéquate pour remplir les objectifs. Et du coup, c'est comme beaucoup de ce type de démarche, il y a, comment dire, un retour d'expérience entre l'audit minimal, entre le jumeau, entre la mesure par rapport aux actions qui ont été préconisées par ce jumeau numérique d'intelligence artificielle, la sensibilisation de différents partenaires, notamment des locataires et des utilisateurs, pour faire en sorte que justement on atteigne les résultats les plus intéressants possibles. Est-ce qu'on peut passer à la suivante, s'il vous plaît? Alors, en termes de duplication, il y a déjà effectivement du coup, le test concerne Bordeaux Métropole et Domo-France. Bordeaux Métropole représente déjà un certain nombre de communes, 28 communes. Ensuite, en France, enfin, comment dire, c'est forcément duplicable aux autres métropoles en France et voire aux autres communes selon l'échelle. Et de la même manière, pardon, excusez-moi, Domo France, c'est une filiale du groupe Action Logement. Du coup, il y a 25 000 logements Domo France au sein de Bordeaux Métropole. Mais comme présenté, nous avons 40 000 logements pour Domo France et Action Logement 1 million de logements. Ceci pour présenter le potentiel de duplication qu'aura ce type de projet.
voici ce qui pouvait être présenté. Écoute, plus tard, il y avait d'autres questions. Ouais. Merci Nicolas, parce qu'effectivement, j'étais complètement out là. Merci beaucoup. Je voulais peut-être juste rajouter qu'en fait, le gros intérêt du programme, c'est que, donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on réalise des audits énergétiques qui sont des audits papier, en fait, et le fait de les numériser, de les digitaliser, d'en faire des jumeaux numériques, en fait, ça nous permet derrière de mettre en place ces processus de simulation de la performance et de bien prioriser, ça c'est ce que Nicolas a dit, de bien prioriser en fait la rénovation là où l'intérêt en termes coût d'investissement lié à la rénovation, économie d'énergie réalisée est le plus intéressant. Aujourd'hui, que ce soit les collectivités ou que ce soit les bailleurs sociaux, on est quand même confronté à des problèmes de recherche de finances. Enfin, on est un petit peu pendu par rapport à ça. Et donc, plus on sera optimisé, plus on gagnera rapidement et en émissions de CO2 et en consommation d'énergie, plus on sera dans un espèce de mécanisme vertueux qui va nous permettre ensuite de réinvestir encore plus et plus vite sur d'autres bâtiments. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Et c'est vrai que sur la notion de démonstrateur, on espère qu'effectivement, l'expérience qui est réalisée sur Bordeaux puisse être dupliquée dans d'autres grosses métropoles nationales et que grâce à la présence de Domo, on puisse répliquer ça à l'échelle d'Action Logement, qui est quand même un des principaux bailleurs sociaux au niveau national. Enfin, le groupe est un des plus gros bailleurs sociaux au niveau national, sauf erreur de ma part, Nicolas. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. Merci encore d'avoir pris le relais de manière aussi... non, enfin, c'était pas du tout préparé, en fait, hein, donc ça a été improvisé. Donc, un grand merci, Nicolas. Merci beaucoup. Et du coup, je vais donner la main maintenant à Monsieur Philippe Sajot, directeur de la ville intelligente, Bonjour. l'innovation et de la donnée de la ville de Noisy-le-Grand. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. J'ai eu quelques petits problèmes de connexion, mais là, ça devrait aller. Ok, donc je vais vous parler en fait du programme Récital. Et alors, pour ceux qui écoutent, vous allez dire, oh là là, mais tout ça se ressemble, puisqu'on va parler d'énergie, d'optimisation énergétique et de rénovation. Donc, effectivement, c'était un thème que tout le monde avait à cœur l'année dernière, au regard de l'inflation, de la multiplication de 3 par 3 ou par 4 des budgets effectivement énergétiques. Donc, page suivante. Si c'est possible. Voilà. Donc, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, effectivement, il y a une cible, c'est le décret tertiaire, hein, qui concerne à la fois les collectivités, mais aussi tout opérateur tertiaire, avec des objectifs pas si simples à atteindre. Et en fait, quand on avait fait un schéma directeur bâtimentaire il y a 2 ans, on s'était rendu compte qu'il nous faudrait près de 80 millions pour rénover l'ensemble du parc, soit 200 bâtiments, pour une collectivité qui, en gros, a un budget de 185 millions, 10 millions d'autofinancement, et on investit entre 1 et 2 millions dans les bâtiments par an. Donc, en gros, il nous fallait juste 40 ans. Et donc, on s'est dit, ben, si on fait rien, on y arrivera peut-être un jour, mais ça sera peut-être dans un autre siècle. Et donc, il serait temps de trouver quelque chose. Et la ville a déjà entamé un programme de ville intelligente, innovante et durable. Et on voulait s'inscrire dans cette démarche en regardant s'il y a pouvait nous aider à faire mieux. Et donc, on a essayé dans ce programme, et le programme et le travail est lancé dès ce mois de septembre, le projet a démarré, on veut travailler sur une réduction de la dépense énergétique à la fois à court terme, je vais y revenir, avec une adhésion des usagers, parce qu'effectivement, on pourrait mettre les crèches à 15 degrés, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Donc, il faut aussi qu'il y ait l'adhésion des usagers. Et ensuite, comment faire pour optimiser et trouver le meilleur chemin malin, je dirais, sur la rénovation énergétique. Alors tout ça avec le cadre que nous étions donné et qu'a rappelé tout à l'heure Juliette sur l'introduction générale de France 2030, c'est la sobriété, c'est la résilience, c'est l'inclusivité, la productivité et la réplicabilité, si je voulais ajouter un 5e terme. Et lorsqu'on a lancé le projet, on avait déjà, je dirais, le support du président de GPGE et du président de la métropole du Grand Paris de répliquer le programme si effectivement nous atteignions très rapidement la cible que nous nous fixions. Page suivante. En fait, je dirais ce projet repose sur deux nouveautés ou 2 innovations par rapport à ce qui peut être fait. On vient d'entendre parler que tout le monde fait des audits énergétiques et essaye de faire au mieux dans ces rénovations. Et on sait qu'il existe des solutions qui permettent de piloter les compteurs intelligents à court terme.
Donc la ville de Noisy avait déjà fait des actions de réduction énergétique, mais n'avait pas d'outils déjà de pilotage à court terme à l'échelle de ces 200 bâtiments. Donc ça, c'est une première action. Cette première action, on le sait, va nous amener rapidement 10, 12, 15% de réduction, juste en regardant ce qui se passe et en le maîtrisant mieux, en ayant des alertes. Mais ce qu'on veut dans cette première partie de court terme, c'est grâce à l'IA corréler cette consommation court terme et les alertes avec l'usage du bâtiment au sens agenda du bâtiment. D'accord? Pour prendre un exemple, vous avez 2 gymnases. Un est ouvert toute la journée jusqu'à 17h et le deuxième ouvre juste pour du basket à 18h. Eh bien, peut-être que dans ce cas-là, il serait intéressant que le basket soit reporté sur le premier gymnase et que du coup, on ne chauffe pas le deuxième gymnase dans cette journée. Alors, une fois que je l'ai dit, ça a l'air tout simple. Tout le monde peut le faire, sauf que la masse de données auxquelles on fait face sur 200 bâtiments et toutes les activités fait que quelque part, il nous faut une aide numérique pour arriver à massifier ça et à l'automatiser, ou en tout cas en apportant un support de décision au gestionnaire de bâtiment. Parce qu'à la fin, c'est le gestionnaire de bâtiment qui prend la décision. Ça, c'est la première partie de l'outil. Et cette première partie alimente une deuxième partie qui, elle, est celle qui va permettre de simuler les travaux de rénovation dans la durée. La ville a un plan pluriannuel d'investissement sur 6 ans. Et ce qu'on veut, c'est se dire, on investit sur 6 ans ce montant-là. Avec ce montant-là, qu'est-ce qu'on peut faire comme innovation, comme rénovation les plus efficaces en termes de gains de consommation et d'impact CO2. Et là, on va jouer sur, là aussi, l'usage du bâtiment, la connaissance de l'évolution de ces bâtiments. Et chaque fois qu'on améliorera à court terme, on va faire retourner la simulation en moyen long terme qui nous permettra de trouver les meilleurs investissements à faire dans le schéma pluriannuel d'investissement. Page suivante. Alors ça dit la même chose avec un joli schéma qui montre qu'en fait, on a effectivement sur le côté droit la partie court terme avec ce pilotage court terme et les recommandations aux gestionnaires de bâtiments. À la fin, ils gardent la maîtrise. Et à gauche, cette simulation qui permet de renouveler tous les trimestres le meilleur scénario à 6 ans de rénovation. Alors, un point, mais j'y reviendrai après, c'est que tout ça, on veut le faire avec l'adhésion des habitants, puisque, in fine, ces bâtiments publics, ils servent au public, comme leur nom l'indique, et donc il est nécessaire d'avoir une adhésion et de travailler sur ce sujet-là pour ne pas trouver aussi une opposition de la part de la population. Page suivante. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ce qu'on se dit, c'est qu'on cible une réduction à 20% à 2 ans, avec probablement une dizaine de pourcents sur 12 mois. Et à terme, on vise les 50% en 2030. Et on pense que dès 36 mois, on va commencer à accélérer avec déjà les premières rénovations qui auraient été faites sur les 2 premières années. Page suivante. Alors effectivement, ce que je disais rapidement tout à l'heure, c'est qu'on sait maintenant que les Français acceptent mieux la contrainte sur l'énergie, puisqu'ils en sont tous, nous en sommes tous victimes, et donc on comprend mieux ce qu'il faut faire. On a déjà engagé des programmes de sensibilisation, nos gestes climat, qui étaient associés à des ateliers de phase du climat dans les maisons pour tous. On a des sensibilisations sur les ménages sensibles, et là d'ailleurs on démarre avec GRDF un programme national qui s'appelle Civigaz sur 800 logements, pour se rapprocher des gens qui sont en pré-précarité énergétique pour effectivement les alerter de la situation. Et ce qu'on pense, c'est que dans le cadre de ce projet récital, on va avoir une information transparente dans les bâtiments les plus significatifs, c'est-à-dire les grands bâtiments culturels, les gymnases ou les grands bureaux, je dirais, que ce soit la mairie centrale ou quelques bureaux tertiaires. Ensuite, on aura des genres de challenges, comme on le fait avec des familles zéro énergie. Et ces défis pourront être portés à la fois physiquement et numériquement auprès des utilisateurs principaux, c'est-à-dire associations culturelles, associations sportives, qui sont souvent des gens qui utilisent de façon importante. Et on pense aussi que les étudiants et on va dire les élèves, puisque nous on s'adresse que jusqu'au CM2, voilà, les élèves seront aussi sensibles à ce genre de jeux ludiques sur comment contribuer finalement à cette réduction énergétique. Page suivante. Alors, on a eu quand même un défi pour faire tout ça, c'est qu'il nous fallait avoir des opérateurs pour gérer le projet et rentrer dans la commande publique. Et donc, lorsqu'on a commencé à déposer le projet, on a aussi lancé un démarche de dialogue compétitif et par, je dirais, du travail des équipes, mais aussi un peu de chance,
en fait, on a atterri le même mois sur le fait que nous étions retenus par le DIAT et la fin du dialogue compétitif au mois de juillet. Alors, en fait, le consortium, pour revenir juste à la page d'avant, voilà, le consortium qui a été retenu est fait de 3 parties. Le groupe EDF, avec principalement Cité Gestion et Datanumia. Datanumia sont ceux qui sont capables de capter les datas de compteurs intelligents. Cité Gestion, c'est l'hyperviseur d'énergie. On s'est associé aussi avec Efficacity, que vous connaissez sûrement, qui est un institut français de recherche et développement dédié à la transition énergétique et écologique des villes depuis une dizaine d'années, qui a tout un tas de partenaires privés publics. Et puis Eridanis, qui est un petit cabinet de Deep Tech qui travaille sur l'IA. Et en fait, c'est ce consortium qui a été retenu. On a eu 9 consortiums dans le dialogue compétitif, 3 en shortlist. Le combat à la shortlist a été difficile et jusqu'à la fin, on a hésité parce que tout le monde avait vraiment bien travaillé. Et ce qui nous a fait vraiment pencher quand même pour ce consortium, c'est la présence du groupe EDF et donc du retour d'expérience du quotidien en tant qu'énergéticien avec l'autre filiale que vous connaissez par définition qui s'appelle Dalkia, où on a vraiment des gens qui savent parler, je dirais, à un concierge de lycée, enfin de lycée, d'école, et qui sera finalement celui qui devra prendre la décision. Page suivante. Voilà, juste pour dire, avant de passer sur la conclusion, je ferai quelques retours d'expérience pour ceux qui sont en train de remplir les dossiers. On a voulu que dans ce projet, on ait l'évaluation du projet. C'est-à-dire qu'on voulait que dans les 3 ans, on soit capable de voir si ce qu'on a dit tient la route. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une première phase de 18 mois où on fait les 40 premiers bâtiments qui font 70-75% de la consommation, ce qui fait un premier apprentissage de l'IA. Une première partie d'IA qui est sur le clustering des bâtiments et l'intégration des agendas, et une deuxième partie d'IA sur la recherche du chemin le plus malin sur la rénovation. C'est les 2 IA qui viennent en fait intervenir sur les travaux plus énergétiques. Et en fait, dans la deuxième partie, on va étendre 200 bâtiments et on va profiter du premier retour de ces 40 bâtiments pour voir ce qu'on a gagné en efficacité, en réduction de consommation, pour continuer à enrichir les deux algorithmes d'IA en disant qu'au bout des 3 ans, là, on aura vraiment un modèle stable sur notre système. Et puis, vous voyez le style d'indicateur qu'on va faire évaluer. Et c'est Efficacity dans le consortium qui fera ça. Efficacity ayant une capacité d'évaluation reconnue par l'État et par tous, puisque ce sont eux qui ont évalué, par exemple, aussi les écocités, les programmes écocités français. Alors, pour terminer, et pour les collectivités qui sont connectées et qui sont en train de remplir le dossier, que dire ? Alors, je pense qu'il faut s'associer à des sachants du sujet. Alors, c'était d'autant plus vrai pour une ville comme nous, de 70 000 habitants, où on n'avait pas des gens métiers d'une expertise fabuleuse. On a bien sûr un energy manager, on a des responsables du bâtiment, mais on n'a pas la compétence de gens qui traitent des milliers de bâtiments tous les jours et qui ont ce retour d'expérience. Donc, s'associer à des sachants est important, ne serait-ce que pour remplir le dossier et répondre intelligemment. Il faut absolument dégager du temps d'un chef de projet et de personnes métiers, parce que derrière, il y a des ateliers, et remplir le document est compliqué, et prend du temps. Et la relecture, et la relecture, et la relecture, et la relecture est vraiment nécessaire, surtout quand c'est des assemblages, parce que parfois, vous savez, et c'est pas au Bordelais que je veux dire ça, un assemblage de bon vin, de mauvais vin, fait pas un bon vin réciproquement. Donc, il faut faire attention, et il faut que ce document soit aussi unique. L'association à un AMO, c'est une facilité, mais c'est pas une nécessité, ça dépend un peu de comment vous êtes équipé, mais effectivement, le côté assemblage, alignement du continu, relecture et aide à la construction du tableau de financement demande un peu d'expertise qui n'est pas toujours présente dans des collectivités moyennes. Après, la Banque des Territoires est sûrement présente, c'est bien sûr répondre très précisément à ce qui est demandé. Et comme il y a aussi un agenda qui est assez précis dans la façon de répondre, je pense que le mieux, c'est de suivre et de répondre à toutes les questions. Je pense moins de questions aussi, et c'est plus facile d'y retrouver ces petits. Voilà. L'aspect aussi qui est important, et Christophe l'a répété pour Bordeaux, c'est la réplicabilité. C'est-à-dire comment faire pour que finalement ce projet n'ait pas trop d'adhérence avec la collectivité dans laquelle il est et qu'il soit réplicable. Donc pour nous, c'était le fait qu'il repose sur une plateforme open source, qui est celle qu'on a développée dans la ville en format freeware. Et le second point, c'était qu'il y ait le moins de capteurs possible physiques
dans les bâtiments parce que effectivement, sinon ça entraîne une spécificité de la ville. Enfin, bien évidemment, ça a l'air idiot, mais il faut quand même y penser. Le tampon de l'État ne suffit pas pour passer un marché public. Il faut aussi avoir soit un marché de recherche et développement, soit un partenariat déjà engagé, soit une consultation en phase avec ce document. Être ambitieux et raisonnable pour être crédible. Parfait, merci beaucoup. Et donc, on va enchaîner assez rapidement. Et je le rappelle pour ceux qui nous auraient rejoint au milieu, il y aura 10 minutes à la fin de l'intervention des collectivités pour leur poser vos questions dans le chat. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à écrire les questions que vous souhaiterez poser. Et je me chargerai de les relayer auprès de nos intervenants. Et donc, nous accueillons pour Metz à la fois Martine Nicolas, donc adjointe du maire de la ville de Metz, et Monsieur Régis Gabriel, directeur de pôle. Je les laisse se présenter et intervenir. Je vais laisser la parole à Madame Nicolas. Oui, bonjour à tous. Donc, Madame Nicolas, adjointe à la propreté à la ville de Metz. Donc, on va changer de sujet, bien que la sobriété énergétique soit un sujet important. À Metz, on est comme dans beaucoup de villes, on a à cœur d'améliorer la propreté de nos rues. C'est pour ça que on a répondu à cet appel à projet qui nous a fortement intéressés. Et je vais laisser la parole à Régis pour vous développer tout ça. Merci. Donc effectivement, Régis Gabriel, donc je suis chef du service qualité développement. C'est un service en fait qui fait de la propreté dans un pôle très opérationnel, mais concrètement sans nettoyer, c'est-à-dire tout ce qui va tourner autour du nettoyage, qui va être de la sensibilisation, qui vont être de la recherche et du développement, mais également de la verbalisation, etc. Et donc c'est faire de la propreté différemment. À ce titre, effectivement, la ville tente d'être souvent à la pointe de l'innovation, que ce soit en termes de matériel, de moyens utilisés, et a commencé il y a 10 ans un grand projet de modernisation de son action. Pour cela, on a introduit une notion très simple qui est l'auto-évaluation des questions de propreté sur l'espace public, avec la quantification et la qualification des déchets présents sur l'espace public pour mieux connaître nos rues, mieux connaître nos trottoirs, nos fils d'eau, etc. Donc c'est un comptage qui se fait manuellement. Et voilà, donc qui nous permet de mieux calibrer un peu nos interventions et réorienter pour optimiser en permanence notre mode de faire. Nous avons été effectivement séduits par l'appel à projet lancé dans le cadre de de ce DIAT. Nous avons été approchés à ce moment-là par la société Naya Science. Donc Clément Leroux est présent, je laisserai exprimer ensuite son point de vue, et du laboratoire Eau Environnement de l'Université Gustave Eiffel de Nantes. Tout simplement pour monter un projet dont je vais en parler un peu plus tard. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que ce consortium réunit effectivement 3 compétences. La compétence métier sur les questions de propreté urbaine, qui est un métier vraiment propre à l'univers urbain, avec dans une approche qui peut être même sociologique, puisque la propreté vit en fonction de la ville, avec des vraies personnes. Donc voilà, la partie technicité, effectivement, sur les nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui peuvent être développés. Et enfin, le côté scientifique avec l'université Gustave Eiffel. Tout ça, on peut le résumer sous un schéma qui est plutôt simple, qui exprime les besoins qui ont été exprimés dès la rédaction du cahier des charges. Pour la ville de Metz en particulier, la question du nettoyage et de la sensibilisation. L'objectif étant je vous l'ai dit, nous effectuons actuellement une collecte de données chiffrées pour l'état de propreté de la rue. Là, ça nous permettrait de l'automatiser, de caractériser les déchets, les types de déchets, de les géolocaliser et enfin de rendre la solution totalement démocratique pour l'ouvrir en fait à la population et permettre à des acteurs qui seraient engagés, des citoyens engagés, de pouvoir participer au signalement des déchets, de pouvoir voilà, contribuer à tout cela. Côté laboratoire ou environnement, il travaille énormément sur la partie diffusion des déchets dans le milieu urbain qui se retrouve inéluctablement, malheureusement,
dans les réseaux d'eau, dans les réseaux d'assainissement et in fine dans la mer. Donc l'objectif par cet outil-là, ce serait d'acquérir massivement des données, de pouvoir améliorer la représentativité des données au sein de la ville, d'augmenter les surfaces couvertes en fonction du nombre de participants à la collecte des données et améliorer les temps de collecte de données, puisque eux aussi procèdent par comptage, ce qui peut représenter beaucoup de temps. Cette phrase, effectivement, est très simple. C'est ce qui résume un peu le projet. Automatiser et rendre utile et efficient la détection des déchets dans l'espace et le temps. Pour la suite, je vais laisser Clément en parler. Bonjour à tous, donc Clément Leroux, moi, je suis le président de la société Naya Science avec qui nous avons donc formé le consortium avec la ville de Metz et le laboratoire eau et environnement de Gustave Eiffel. Donc on peut peut-être passer au slide suivant. Ouais. Ça ne marche plus. Voilà. Voilà. Et donc ici vous avez le principe de la solution qu'on va développer. Avant de rentrer sur ce principe, je voudrais peut-être refaire effectivement rapidement l'histoire et comment on a réussi à fonder ce consortium avec la ville de Metz et le laboratoire eau et environnement de l'université Gustave Eiffel. En fait, nous, Naya Science, on est une toute petite société, une jeune entreprise innovante, comme on dit aujourd'hui, et on vient en fait plutôt du milieu de l'eau, s'agissant de l'environnement. En termes technologiques, nous sommes des experts en intelligence artificielle et plus spécifiquement en computer vision, puisque nous utilisons des technologies de deep learning pour faire de l'analyse d'images et notamment de l'analyse de vidéos. Et en fait, historiquement, nous avons travaillé avec une ONG qui s'appelle Surfrider Foundation Europe, avec qui nous avons créé un partenariat pour détecter des déchets plastiques dans les rivières. Donc on vient au départ de l'eau et de l'intelligence artificielle bien sûr, mais on vient plutôt de l'eau et on a remonté le canal, si j'ose dire, depuis l'océan et depuis les rivières pour rencontrer les équipes du laboratoire eau et environnement de Nantes et finalement pour se retrouver un peu plus dans les territoires. Pourquoi? Parce que la problématique de la pollution du plastique, en fait, on se rend compte que 80% des déchets plastiques qui arrivent dans les océans proviennent des rivières. Et les rivières, en fait, en elles-mêmes, elles ne produisent pas de plastique, hein, c'est pas un produit naturel. Les plastiques qui finissent dans les rivières et qui arrivent dans les océans, ils proviennent en fait des territoires. Et donc, je dirais que c'est assez naturellement que finalement, on est venu à se poser la question de, ah, ce serait peut-être pas mal de savoir d'où partent ces déchets plastiques et est-ce qu'on peut aussi finalement quantifier les déchets plastiques dans les territoires, dans les villes, essayer de comprendre les modèles de diffusion de ces déchets plastiques dans les rivières et comment ils arrivent à l'océan. Donc voilà, ça c'est un petit peu la petite histoire de notre rencontre. Et donc ce qu'on a proposé finalement à la ville de Metz et ce qui les a séduits et également au laboratoire eau et environnement, c'est que nous adaptions notre technologie d'intelligence artificielle au contexte urbain. Donc nous avons une technologie qu'on a baptisée SurfNet et qui permet d'identifier les plastiques dans les rivières. Et ce qu'on va faire dans le cadre du DIAT, c'est adapter cette technologie. Donc on va créer un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui s'appelle Urbanet. Et ce modèle Urbanet, on va notamment le déployer sur mobile. Si on peut peut-être revenir rapidement sur la slide précédente, la dimension mobile, elle est extrêmement importante en fait dans notre démarche. Elle vient, je dirais, valider un certain nombre de prérequis et de demandes qui étaient faites dans le cadre du DIAT autour de l'automatisation, de la réplicabilité de la solution et de la frugalité. Donc nous, je l'ai dit, on est des experts en computer vision, en deep learning, mais par contre, on vient s'inscrire dans une démarche qui est complètement opposée à ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur les technologies d'intelligence artificielle qui sont extrêmement gourmandes. J'ai entendu parler de chat GPT tout à l'heure. Donc nous, on se place complètement à l'opposé de chat GPT. On est plutôt sur des approches qu'on appelle tiny ML. Donc c'est du petit machine learning ou du petit intelligence artificielle qui va pouvoir être exécuté directement sur mobile. Donc en fait, on a un effort extrêmement important
de miniaturisation de notre technologie d'intelligence artificielle. Ça, c'est un premier point. L'intelligence artificielle, on peut dire qu'elle est toute petite, même si potentiellement on utilise beaucoup de données pour l'entraîner. Et ensuite, on va l'exécuter sur un mobile. Donc, en faisant ça, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ressources de calcul extrêmement importantes pour que l'intelligence artificielle soit exécutée. Et donc, on va bénéficier d'une capacité de calcul qui est déjà distribuée et qui est présente dans la nature, puisque vous le savez peut-être, mais il y a environ 50 millions de téléphones mobiles qui sont en circulation en France. Donc, notre objectif, c'est vraiment ça, c'est de capitaliser sur la puissance de calcul qui est déjà déployée. On n'a pas besoin d'une nouvelle puissance de calcul pour utiliser notre IA. Et effectivement, ça nous permet aussi de concevoir une solution qui est extrêmement démocratique, puisqu'à partir du moment où elle est disponible sur un smartphone, ça veut dire que potentiellement n'importe qui peut l'installer. Donc, on a fait des premières discussions avec les équipes de Metz et de Nantes pour essayer de comprendre quels pourraient être les usages et quel type d'utilisateurs pourraient capitaliser sur cette technologie. Donc, il y a effectivement les agents qui font la collecte des déchets, les chefs de service, ça peut être des médiateurs. J'entendais parler tout à l'heure de la coopération avec des écoles. On envisage aussi potentiellement la possibilité de faire de la sensibilisation dans les écoles, puisqu'on est un peu tous acteurs sur les problématiques d'environnement et de pollution. Et donc, voilà, on pense que notre stratégie elle va être en même temps frugale et démocratique, et donc potentiellement aussi réplicable, puisque sur tout le territoire, puisque ce qu'on a expérimenté sur Metz et sur Nantes, on peut bien sûr envisager que ce soit appliqué partout dans le territoire. Et du coup, sur la dernière slide, donc, on a en termes de réalisation, on a un gros effort en fait d'ingénierie sur sur la réalisation de notre intelligence artificielle sur 2024. Et puis, à partir de 2025-2026, on s'attend à pouvoir répliquer notre technologie sur d'autres territoires et puis potentiellement mettre à disposition donc, toutes les données qu'on aura réussi à créer sur la détection des déchets, les mettre à disposition en open data et disponibles et visualisables sur des outils de cartographie. Voilà, je m'arrête là pour ma part. Merci. Merci beaucoup aux trois collectivités. Donc, comme je le disais au début et je le répétais à l'instant, on va donc ouvrir aux questions pour les collectivités. Et je le rappelle, on aura un instant de questions-réponses plus interactif à la fin. Vous pourrez poser des questions à l'Ecolab et à la Banque des Territoires. Mais pour l'instant, si vous avez des questions pour les collectivités sur les présentations qu'elles viennent de vous faire et en lien avec les bonnes pratiques donc qu'elles viennent d'évoquer, c'est le moment. Donc, je regarde le chat. Alors, pour la ville de Metz, on a une question sur quel est le mode de contractualisation entre l'entreprise et la ville de Metz. Si la ville de Metz est capable de répondre. Pour l'instant, c'est dans le cadre du projet Vipar. On est sur un conventionnement entre l'entreprise, le laboratoire ou environnement et la société Naya Science et la ville de Metz. Donc voilà. Et pour l'instant, on est sur du développement. Alors je sais pas, Clément, si tu as d'autres éléments. Non, j'ai l'impression que c'est relativement standard, c'est-à-dire que nous avons eu la chance de bénéficier d'un travail préalable de rédaction d'un accord de consortium avec la ville de Metz. Donc ça nous a beaucoup aidé. Mais je dirais que à part ça, euh, on s'inscrit pleinement, je dirais, dans les recommandations qui ont été faites sur le type d'accord de consortium. Donc il n'y a rien de particulier. C'est assez ouvert en fait dans le cadre du DIAT et on s'est inscrit dans ce cadre relativement ouvert. Après, il n'y a pas forcément de problématique liée à la propriété intellectuelle. Enfin, ça a été défini dans l'accord de consortium. Je pense que c'est le seul point qu'il faut définir. C'est voilà, sur ces aspects-là, je pense que c'est le plus important. D'accord, merci beaucoup. Donc pour les deux autres collectivités, peut-être qui pourront répondre à cette question et donner leur point de vue sur la question. Quand on a une petite entreprise qui développe une IA et qui cherche à rentrer en contact avec une collectivité pour monter un consortium, comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'est l'entreprise qui est rentrée en contact avec vous? Est-ce que c'est vous qui avez fait les démarches?
Est-ce que vous pouvez nous donner votre retour d'expérience? Je peux essayer de répondre. Alors oui, je comprends que le sujet, c'est une bonne question, hein, puisqu'effectivement, dans les villes, des fois, les termes et les titres sont pas toujours les mêmes. Là, par rapport à la question qui est posée, je dirais on est plutôt sur le directeur de l'environnement, ou si des gens travaillent sur le développement durable, ou l'innovation. Je pense que c'est les points d'entrée, ou sur la data, puisqu'on est quand même sur des sujets data. Je pense que ces responsabilités-là sont quand même entre guillemets ouvertes en tapant sur un browser quelconque dans les villes, et je pense qu'il faut rentrer par là. Est-ce qu'il y a une liste exhaustive sur toutes les villes? Non, je crois pas. Ça serait trop simple. Voilà, moi qui étais fournisseur à une certaine époque, oui, on aurait rêvé d'avoir la liste de tous les gens à qui parler. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Voilà, si je peux rajouter pour Bordeaux, nous, en fait, la start-up est arrivée avec le bureau d'études qui nous accompagnait déjà et avec lequel on était en marché. Donc, quelque part, ça s'est fait un petit peu naturellement. Mais c'est pas un contact direct entre la start-up et la métropole de Bordeaux. C'est à travers le bureau d'études qui nous accompagne et qui nous conseille sur justement la rénovation des bâtiments. D'accord. Et sur la Et, partie... et on a, pardon, juste, excusez-moi, pour terminer, on est en cours de finalisation de l'accord de consortium. On s'est aussi basé sur un accord de consortium assez standard, mais qui ne présente pas de difficultés particulières. D'accord. Et sur la partie de la question qui était donc, pouvons-nous monter un projet avec n'importe quelle collectivité en France ou sommes-nous limités à notre ville, département? J'imagine que c'est avec n'importe quelle collectivité. Ouais, je confirme. Voilà. Ok. Sur la question à Juste, la... il Oui, faut, enfin, il y a le principe de clause de compétence dans dans les collectivités. Il faut qu'elles soient compétentes dans le sujet là. Il faut s'adresser, mhm. voilà, aux régions pour leur domaine de compétences, aux villes pour leur domaine de compétences, etc. Aux métropoles. Mais c'est un détail. Oui, en C'est- J'a- fait, il faut tomber en fonction du sujet qui est adressé. Il faut effectivement s'adresser à la collectivité qui en a la compétence, si on résume. C'est ça. Voilà. Après, Voilà, et si on quand est on sur parle, la- voilà, parce que quand on parle de propreté, juste parce que je suis aussi sur un sujet propreté, il y en a vraiment deux pour moi de propreté, hein. Il y a le nettoyage des poubelles, je dirais les nôtres, et ça c'est au niveau de la communauté de communes ou de la métropole. Par contre, la propreté de proximité des corbeilles, c'est bien les villes. C'est Voilà, et ça. donc effectivement, en fonction du sujet, on adresse des gens différents, quoi. C'est ça. Je me permets d'ajouter du point de vue de la petite entreprise, puisque nous, Naya Science, nous sommes justement une toute petite entreprise. C'était peut-être la difficulté majeure du projet pour nous, en tout cas la réponse à l'appel à projet, c'était de trouver notre partenaire idéal, en l'occurrence la ville de Metz, et de rentrer en contact finalement avec ce réseau de collectivités et de territoires. Donc ça nous a beaucoup occupés. Nous n'étions pas forcément, je dirais, extrêmement bien préparés ou connectés sur le sujet, mais nous avons eu la chance de pouvoir quand même un petit peu de bénéficier d'un réseau existant que nous connaissions et qui nous a permis de réussir à monter le consortium. En tout cas, vu de notre fenêtre, c'était une difficulté, enfin, un des défis importants du projet. Merci. Et on a une question auquel les trois collectivités peuvent répondre, je pense, ou donner leur point de vue. À quel niveau de maturité était votre projet avant la sortie de DIAT? Est-ce que c'était déjà une préoccupation ou est-ce que vous êtes parti d'une feuille blanche? Et bon, les autres questions, comment avez-vous défini vos projets? Quelles implications ont eu vos élus? Je vais répondre pour Noisy. Donc nous, on est parti d'une feuille blanche à partir de février 2022. Et en fait, on devait répondre, alors j'ai oublié la Juliette, c'était pas le DIAT, l'autre appel à projet s'appelait TID, territoire TID. TID. innovant. Voilà. Et en fait, on est parti sur celui-là et on a basculé sur le DIAT à la fin du mois de juin. Donc on l'a vraiment fait en séquence, euh, mais rien n'était préparé avant. Alors après, effectivement, je pense que si vous avez déjà maturé un projet, c'est quand même plus facile. Voilà, nous, on l'a fait vraiment en temps réel et d'assembler les gens, de répondre et le dialogue compétitif. Donc, ça a été quand même tendu. Et effectivement, si quelque chose est déjà en réflexion, ça peut être quand même plus simple. Et pour Bordeaux, c'était quelque chose qui était déjà en réflexion. Et effectivement, comme je l'ai dit en introduction, les partenaires étaient déjà, on travaillait déjà ensemble. Donc après, il fallait adapter le projet à la demande qui était proposée par l'appel à projet. Mais
Mais en fait, cette réflexion, on l'avait, même si elle n'était pas aussi finement décrite que ce qu'attendait la réponse, en fait. Mais voilà, donc c'est facilitant. Ouais. Et puis pour Metz, on partait pas de rien, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément la visibilité sur la nouvelle technologie, ce qui nous a été apporté par la société qui nous a contactés. Très bien, merci. Je veux juste dire un point sur la dernière question, là, sur le financement, parce qu'on sait que dans les collectivités, il y a parfois, comment dire, la poule et l'œuf entre la subvention et le budget. Et là, nous, on avait pris un engagement, c'était que subvention ou pas, on ferait le projet. Ce qui était aussi un risque budgétaire. Voilà, alors probablement on l'aurait délié dans le temps si on n'avait pas eu la subvention. C'était d'ailleurs une des justifications qu'on avait apportées à la Banque des Territoires. Mais quelque part, on s'était dit, si on attend la subvention pour démarrer, voilà, on démarrera jamais, quoi. Donc il y a un moment, effectivement, ça a un coût, il faut être prêt à l'assumer. Voilà, je crois qu'on est dans des subventions qui varient entre 30 et 50%, si je ne me trompe pas, en fonction des types de prestations, de critères, etc. Donc ça veut dire qu'il faut que la commune soit capable d'assumer le reste, ou bien une autre type de subvention, puisque c'est cumulatif avec du FEDER ou autre. Est-ce qu'une autre collectivité veut compléter sur la question sur le budget? Non, mais on a eu la même démarche qu'à Noisy-le-Grand. C'est-à-dire que nous, c'était déjà quelque chose qui était engagé. On serait allé sûrement moins vite et moins fort sans subvention, mais de toute façon, c'est un projet qu'on avait déjà dans les tuyaux. Ouais. Et sur la ville de Metz, ça veut dire quelque chose, ou sinon, Non, bah, clôture. simplement que on avait déjà la démarche de comptage, ainsi de suite. On a une optimisation qui est apportée avec le phénomène de démocratisation qui nous a bien intéressés. Et puis l'aspect rationalisation, optimisation des coûts d'exploitation qui nous paraît aussi hyper important. Et puis le gain sur la nature, voilà, ça c'est le gain collatéral. Super. Bah, merci beaucoup aux trois collectivités d'avoir été présentes, d'être intervenues et d'avoir répondu aux questions. On va passer du coup à une nouvelle partie du webinaire qui est la présentation du livre blanc de la communauté des acteurs de l'IA par Hub France IA et ensuite les interconnectés interviendront et on passera ensuite à la dernière phase où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc si on n'a pas répondu à votre question maintenant, vous pouvez garder votre question pour la suite. Donc je laisse la parole à Pierre Monger qui va présenter donc le Hub France IA et le livre blanc. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Pierre Monger, je suis directeur de programme au sein du Hub Francia. Je vais vous présenter le livre blanc de la communauté des acteurs de l'IA en territoire. Je vous présente brièvement le Hub Francia et globalement, je vais faire court sur la présentation pour laisser la place aux autres derrière. Donc le Hub Francia, nous sommes une association de loi 1901 créée en 2017. Notre mission principale, c'est de fédérer l'écosystème d'IA français et notamment de soutenir le développement de l'IA en France et en Europe. En Europe, de manière très brève, ça passe par des partenaires européens qui sont également des associations un peu similaires au FRANCIA, sous laquelle on s'est regroupé sous une association européenne avec ses partenaires. Le FRANCIA, on regroupe à peu près plus de 120 membres, ce soit les startups en IA ou bien des PME, des ETI, des grands groupes et bientôt quelques collectivités et 50 partenaires. Et donc, notre réseau, c'est-à-dire la communauté, l'écosystème de FRANCIA, agit pour accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises et des institutions. Alors, normalement, j'ai cliqué le temps que ça arrive. Hop là. Alors, nous avons 3 domaines d'action principaux qui permettent d'œuvrer et d'agir pour une IA appliquée et souveraine au service de projets opérationnels. Je vous donne quelques exemples, mais pas tous, pour respecter le timing. Le premier, c'est de soutenir l'écosystème IA. Un exemple très concret, c'est qu'on a une cartographie européenne des startups en IA avec plusieurs partenaires européens justement. Et donc, on a fait l'exercice sur la France avec une promotion qui est renouvelée chaque année. Et on mène aussi des actions de fonds de soutien aux startups en IA, principalement les startups membres du Hub Francia. Deuxièmement, on participe à l'émergence de nouveaux projets, donc toujours des projets en lien avec l'IA, forcément. On peut faciliter la mise en relation.
en étant un hub, on est connecteur de différents partenaires potentiels, de différents contacts. Donc, on peut connecter les personnes et les contacts, et notamment dans le cadre de DIAT, bah, c'est de représenter l'écosystème privé pour connecter vers des collectivités. Donc, si collectivité, vous souhaitez vous rapprocher et détecter des entreprises dans le cas du DIAT de partenaires potentiels, n'hésitez pas aussi à nous solliciter pour qu'on puisse flécher vers les partenaires potentiels. Et troisième domaine d'action, c'est de s'engager dans un modèle européen centré sur l'éthique. Donc, renforcer le réseau IA européen, notamment avec nos partenaires, suivre les réglementations. Un exemple très concret au niveau européen, c'est l'AI Act qui est tout proche de sortir. Et donc, ce sont des sujets sur lesquels on travaille et sur lesquels on est actif. Et donc, pour mener à bien notre mission de développer, de promouvoir l'écosystème IA français, on va mener différentes activités auprès de nos membres. Et je vous mets ici 3 activités principales. La première, ce sont les groupes de travail qui sont toujours en lien avec l'IA et une thématique. Et l'idée, c'est d'avoir des experts de l'IA et des représentants métiers de la thématique en question pour pouvoir progresser sur le sujet, échanger et ensuite produire des livrables, que ce soit des livres blancs, des podcasts, des conférences qui sont utiles à toute la communauté. Je prends l'exemple très concret. Moi, je pilote le groupe de travail IA et environnement. Et donc, d'une part, on va cartographier des cas d'usage IA à impact positif sur l'environnement, certains qu'on retrouvera dans le livre blanc. Et deuxièmement, on va aussi mesurer l'impact négatif que l'IA peut avoir sur l'environnement et donc proposer des recommandations, un guide pratique sur l'IA frugale. Et donc, c'est très en lien avec DIAT. Deuxièmement, nous avons des événements pour permettre de sensibiliser à l'IA les entreprises et tout acteur autour de l'IA. Ça permet aussi de mettre en visibilité l'écosystème. Donc, des événements, ça peut être des conférences, des webinaires, également des événements sur des salons, en marge de salon. Et troisièmement, nous faisons un relais d'appel à projet, de veille à appel à projet. Et forcément, le DIAT fait partie des appels à projet qu'on relaie auprès de notre écosystème pour attirer un maximum aussi de partenaires privés, d'acteurs privés, réalisateurs de solutions IA vers les collectivités. Voilà pour la brève introduction du Hub France IA. Je passe à la suite. Maintenant, je vais vous présenter le livre blanc CAIAT. Donc, CAIAT pour Communauté des acteurs de l'IA en territoire. Cette communauté, elle a été formée grâce à l'appel à projet. Donc, DIAT, là, on est en deuxième vague, mais au début, il y a la première vague. La preuve en est-il aujourd'hui avec l'introduction des lauréats de la vague 1 des différents projets. Et donc, cette communauté, qui est sous la tutelle de l'Ecolab, regroupe des acteurs publics et des acteurs privés. Et donc, la communauté a vocation à partager des bonnes pratiques et des connaissances, toujours dans le cadre de projets frugales et de démonstrateurs en territoire. Et une des premières dates clés et concrètes de cette communauté des acteurs de l'IA en territoire, ce sont des ateliers de réflexion qui ont été organisés en marge du forum des interconnectés le 22 mars, donc forum organisé par les interconnectés qui vont intervenir juste après moi, et donc co-organisé cet après-midi qui étaient les ateliers de réflexion par les interconnectés et les collabs. Et donc, en fait, on a organisé 3 groupes de travail qui représentaient parmi ces 3 groupes de travail qui incluaient des acteurs privés et des acteurs publics. Et en gros, on a partagé 3 grosses thématiques. Quelles bonnes pratiques, quels écueils éviter pour monter des consortiums. On a eu le retour d'expérience de Métropole, Metz et Noisy-le-Grand juste avant. Quelles approches pour une collectivité et quelles approches pour une entreprise? On a vite compris que les acteurs privés et les acteurs publics ne parlaient pas nécessairement le même langage. Donc, quels sont les aspects, les choses à mettre en avant pour aligner les 2 mondes, on va dire. Et troisième point, des notions liées à la gestion de projet, la gestion du démonstrateur, le temps du démonstrateur. Donc, les objectifs des ateliers, c'était d'une part de partager les difficultés rencontrées dans les expériences passées entre les acteurs privés et publics et identifier les facteurs clés de réussite pour les futurs consortiums dans le cadre du DIAT. Fort de ce constat, on s'est dit il manque peut-être une ressource clé et donc on a proposé collectivement, ensemble, de pouvoir monter un livre blanc. L'objectif de ce livre blanc, qui est vraiment une ressource clé à disposition de la communauté des acteurs de l'IA en territoire et qui est amené à évoluer, chose importante, 2 objectifs. Premièrement, apporter des réponses aux difficultés principales rencontrées par les acteurs privés et publics dans le cadre de projets communs. Et objectif 2, abaisser la barrière à l'entrée de l'appel à projet DIAT pour faciliter l'émergence de consortiums d'acteurs privés et publics.
Et donc, on s'est basé d'une part sur les ateliers de réflexion et également sur les derniers mois, on a fait quelques séries d'entretiens à des acteurs privés, des acteurs publics pour collecter éventuellement des problématiques ou des attentes supplémentaires. Et à gauche, vous avez le plan du livre blanc qui, comme l'indiquait Juliette en introduction, devrait être publié dans la journée sur le lien du site Ecolab qu'on va rappeler sur la slide juste après. Donc, je passe rapidement, mais vous pourrez directement aller voir. On a une petite introduction. Ensuite, le contexte qui parle principalement de la stratégie nationale de l'IA, de l'écolab et également du démonstrateur d'IA en territoire. Une introduction à l'IA, définition de l'IA, l'IA générative, l'IA frugale, l'IA en territoire qui a plutôt été co-rédigée en grande partie par les interconnectés et donc qui démontre les problématiques des collectivités et des acteurs publics en territoire, les cas d'usage d'IA en territoire. Juliette en a introduit un certain nombre en introduction. On en a pris une bonne partie en ajoutant également dans le livre blanc, donc c'est plus pour vous inspirer pour des futurs projets. Et aussi, par exemple, côté collectivité, comment évaluer les offres des réalisateurs, quels sont les critères à regarder en particulier. Et enfin, bonne pratique qui s'adresse aux acteurs privés, aux acteurs publics, dans le cadre du consortium, les bonnes pratiques pour mener à bien le consortium, de la partie montage du consortium jusqu'à la gestion du projet, la documentation du projet, de bien gérer l'après-démonstrateur, donc le maintien en condition opérationnelle autrement dit le run aussi, et comment s'assurer la bonne communication, des bonnes relations entre partenaires. Et pour finir, une petite frise pour rappeler la timeline, un peu la chronologie de ce livre blanc. Donc, comme vous l'avez vu, on a sélectionné les sujets, on les a thématisés, on a validé le squelette que je viens de vous présenter. Alors, il y a eu plusieurs allers-retours pour toujours améliorer. On a rédigé les chapitres, on a fait des phases de relecture intermédiaire et la publication qui a lieu aujourd'hui sur le lien que vous voyez juste en dessous, donc greentechinnovation.fr, qui est le lien du site Ecolab. On vous donne l'opportunité, étant donné qu'on considère que c'est une première version publique et que c'est une ressource clé, encore une fois, de la communauté des acteurs de l'IA en territoire qui va évoluer, on vous donne de l'opportunité, vous, participants à ce webinaire, de nous faire nos retours jusqu'au 27 septembre. Je vous la fais simple, ça donne 2 semaines. Vous pouvez faire vos retours à l'adresse mail générique du Hub Francia et moi je serai derrière pour regarder. Et donc vos retours sur le livre blanc. Si vous pensez qu'il faut rajouter des éléments, vulgariser plus d'éléments, peut-être modifier certains termes, merci d'indiquer par email que c'est pour le livre blanc Kayat, le chapitre et la page concernée, la nature de suggestion de votre suggestion, est-ce que c'est un ajout de modification, une brève explication. Et si on a besoin d'éléments particuliers, je vous répondrai par email pour creuser un petit peu. Et en tout cas, on va recueillir l'ensemble de ces suggestions. On va les analyser avec les interconnectés et les collabs. Et si c'est aligné et pertinent pour le livre blanc, eh bien, ils pourront faire l'objet d'intégration dans une future version du livre blanc qui sera de nouveau publiée sur le site de l'Ecolab. Et si vous avez des questions, je pourrais y répondre dans le chat pour ne pas plus monopoliser la parole. Merci beaucoup, Pierre. On va passer à l'intervention des interconnectés avec Céline Colucci qui a pu nous rejoindre, qui était à Innopolis. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole et pardon par avance si jamais il y a des petites interférences de bruit. Je suis en marge du salon de la data à Nantes. Je suis Céline Colucci, générale des interconnectés. Très rapidement, on avait déjà eu l'occasion de présenter l'association pour mémoire. Donc, c'est une association d'élus qui existe depuis 2009, qui a été fondée par Intercommunalité de France et France Urbaine, dont l'objet est de pouvoir donc réunir les collectivités et leurs groupements au niveau national sur les enjeux de transformation numérique. Et donc, avec une série d'actions, un pilotage par la commission numérique des élus, du côté pilotage stratégique. Ensuite, des groupes de travail dans un programme qui s'appelle le programme Territoire Prod, qui s'adresse aux agents pour accompagner la mise en œuvre de ces politiques publiques en matière de numérique. Et puis, un troisième volet qui sont les événements. Rapidement, donc, je voulais faire un point pour vous situer notre action en matière d'IA. Donc, c'est le programme Intelligence associée des territoires, donc jeu de mots de nos élus sur l'IA en intelligence associée. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les collectivités et les élus puissent prendre en main ces sujets. Donc, il y a 3 volets qui sont
qui sont au programme. Une première partie qu'on appelle la bibliothèque d'IA territoriale, sur laquelle je reviendrai dans le détail, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace où on puisse partager les IA au service des politiques publiques entre collectivités pour pouvoir s'inspirer et déployer à plus grande échelle les bonnes idées, de fixer des règles éthiques des usages de l'IA par le secteur public, donc dans l'application de ces technologies. Le travail d'animation via la communauté, donc qui est commune avec Ecolab, comme la première réunion qui a été citée tout à l'heure, qui a eu lieu au Forum des Interconnectés. Et puis, je reviendrai dessus, la volonté d'essayer de lancer ensemble, donc avec vous, avec Ecolab, avec le hub IA, une dynamique de type lab pour identifier des sujets communs et favoriser l'émergence de projets à vocation commune pour tout de suite penser des sujets qui peuvent concerner plusieurs collectivités à la fois. Le deuxième volet, c'est sur l'IA et la vie publique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'observer et de définir un peu des règles de l'usage de l'IA dans la vie publique, dans l'espace public. Vous savez qu'il y a un certain nombre de choses, notamment sur la vidéosurveillance, par exemple. Et puis, l'autre point, c'est d'associer les citoyens sur cette transformation majeure pour qu'ils puissent avoir aussi voix au chapitre. Troisième volet, c'est l'impact de l'IA sur les métiers. Donc, c'est à la fois un rôle d'observation, des études d'impact et de se rapprocher des chercheurs qui travaillent sur le sujet, de pouvoir diffuser l'information auprès des décideurs publics et puis aussi de tester dans certaines collectivités puis de rediffuser aux autres. Donc, on est vraiment sur une logique de vouloir mettre l'IA au service des politiques publiques et puis de faire monter en compétences les décideurs publics et les agents. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc là, l'idée, je reviens rapidement sur cette bibliothèque d'IA territoriale, les travaux communs qui sont proposés et que donc, on anime. Donc, on a un groupe de travail qui est dédié aux collectivités, donc là, qui se réunit régulièrement pour faire avancer ces sujets-là au sein des acteurs, entre acteurs publics. On a contribué évidemment au livre blanc et on contribuera avec plaisir aussi à sa diffusion auprès de nos membres. On souhaite donc se lancer là prochainement dans la phase opérationnelle de développement de la bibliothèque, donc le recensement des différentes pratiques. Et là, on sera ravis de pouvoir collaborer avec les uns et les autres. Et puis, on voudrait aussi, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, lancer cette initiative de lab avec la communauté que vous êtes pour pouvoir lancer ces projets communs. Et dans ce cadre-là, on propose d'organiser une journée expert réunissant la communauté pour se retrouver en présentiel, comme on dit aujourd'hui, pour lancer le mouvement de manière un peu plus conviviale et faire émerger des premiers projets, on l'espère. Et on programme aussi un temps fort sur ces sujets dans le cadre du prochain Forum des Interconnectés qui aura lieu les 3 et 4 avril à Marseille. Voilà rapidement sur les éléments que je pouvais vous apporter aujourd'hui. Super, merci beaucoup Céline. Je vais conclure rapidement pour laisser la place aux questions au vu du temps qui nous reste. Tout ça pour vous dire que donc vous pouvez aller sur notre site internet ou aussi nous envoyer des mails si vous avez encore des questions. Pour tous les participants du webinaire, on vous enverra à la fois un lien vers le replay de ce webinaire ainsi qu'un lien vers le livre blanc qui sera publié dans la journée, comme je l'ai dit, mais qui actuellement, je viens de vérifier, ne l'est pas. Et aussi la date du prochain webinaire. Donc en slide suivante, je devrais vous l'indiquer. Oui, donc le 17 octobre aura lieu notre prochain webinaire donc pour accompagner le suivi sur les candidatures à DIAT. Donc on a eu un focus très collectivité aujourd'hui avec l'intervention de 3 collectivités. On essaiera de donner cette fois-ci beaucoup plus la parole aux startups qui ont accompagné ou les entreprises qui ont accompagné les collectivités lauréates en vague 1. On fera donc un point d'actualité sur le livre blanc en fonction des différents retours. Et Céline des Interconnectés pourra intervenir de nouveau sur les différentes initiatives qui sont portées en lien Interconnecté, Francia et Ecolab.
On est aussi présent sur plusieurs salons, donc on sera demain à Innopolis, au salon aux Assises de l'IA des territoires et à Polytech donc dans les prochains mois. Et à tout moment, comme je l'ai dit, vous pouvez nous envoyer un mail. Donc, je vous propose maintenant en slide suivante de passer aux questions-réponses. Donc, pour faire ça de manière plus interactive, vous pouvez désormais prendre la parole donc, en allumant votre micro et on répondra à vos questions. Donc, normalement, Alexandre Chaffot de la Banque des Territoires m'accompagne s'il est bien toujours là. Et vous pouvez soit donc poser votre question en allumant votre micro, soit intervenir dans le chat. Et je remercie l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui, les interconnectés Hub Francia et les 3 collectivités pour leur intervention qui, j'espère, vous ont aidé dans les projets que vous êtes en train de mener. Et si vous n'avez pas de questions, je vous remercie et je vous ferai donc, comme je l'ai dit, parvenir un mail avec le replay de ce webinaire, le livre blanc et la date et le lien d'inscription pour le prochain webinaire. Je vois que quelqu'un lève la main, c'est possible. Vous pouvez poser votre question. Bonjour. Je vois que c'est quand même pour des gros projets. Moi, j'ai vu que c'était voilà, IA frugal et c'est intéressant, mais on est quand même sur des projets qui vont impliquer des villes ou des groupes de villes. Est-ce qu'il y a l'équivalent de ce type de projet, peut-être pour des plus petites choses? Alors, l'équivalent de cet appel à projet? Voilà, c'est-à-dire parce que là, vous avez présenté pas mal de choses sur tout ce qui était la recherche en IA et le fait d'aller, voilà, d'utiliser cette technologie-là et surtout l'IA frugale. Est-ce qu'il y a des appels à projets qui seraient en dessous? Parce que les 600 000 euros à minima, et si on est à 50% enfin, voilà, c'est les petites collectivités en milieu rural, ça va être très compliqué de pouvoir travailler avec eux à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres appels à projets de cette démarche Alors, Alexandre pourra éventuellement me corriger, mais donc nous, de notre côté, effectivement, on n'a pas d'appel à projet à destination enfin, avec un plus petit seuil d'éligibilité. Après, à savoir donc que c'est possible de se regrouper, enfin de candidater en tant que groupement de collectivités et donc aussi de faire des consortiums avec plusieurs collectivités, c'est possible, en indiquant du coup la pertinence de se regrouper à plusieurs collectivités pour le faire. Mais à ma connaissance, il n'y a pas actuellement donc de financement pour des plus petits projets, sachant que donc en vague 1, le seuil d'éligibilité était plus élevé puisqu'il était à 1 million et qu'il est passé à 600 000. Voilà. Peut-être qu'en vague 3, il redescendra encore une fois, mais actuellement, il est au niveau auquel il est. Et le nombre d'années, je ne sais pas si vous l'avez précisé, parce que c'est vrai que si c'est 600 000 sur 6 ans, c'est une autre affaire. Non, c'est donc c'est de 2022 à 2024, donc c'est sur 3 ans. Et donc, il y aura une 3e vague en 2024. Après, moi, je me souviens, effectivement, on a fait pour montrer que voilà, on pouvait faire le territoire, enfin, la Alexandre, solution. ouais. La première que. On Allô? t'entend pas très bien. Oui, on t'entend, mais pas très bien. Oui, j'ai pas. Ok. J'ai pas des bonnes conditions. Donc. Ok. Par contre, j'ai souvenir que vous avez mis un psychologue, peut dire le longtemps, mais c'est accessible. Parce que justement, c'était l'entreprise qui expérimentait gratuitement la solution dans la ville de Metz. Donc Metz, c'était surtout de la coordination de projet, enfin de l'investissement des équipes. Et il me semble pas que ça montait. Enfin, je voudrais pas dire de chiffres faux, mais ça me paraît accessible.
J'espère que vous avez pu entendre la réponse du coup de Alexandre qui disait que dans la ville de Metz, du coup, il y avait eu des collaborations avec des entreprises, je voudrais pas dire de bêtises, qui mettaient des expérimentations à titre gratuit dans la collectivité. Donc, pour des petites collectivités, ça peut aider. Ensuite, je regarde une question sur un projet de détection d'objets sur image. Il me semble que ça correspond à ce que fait Metz. Est-ce que Clément Leroux veut intervenir sur ce sujet de la détection d'images, d'objets sur image? Est-ce que vous pouvez juste me rappeler la question, s'il vous plaît? Oui, il y a quelqu'un qui demande s'il y a un projet de détection d'objets sur image chez les lauréats précédents et qui cherche plus d'infos sur ce projet. Donc déjà, est-ce que donc c'est bien la détection d'objets sur image que vous faites et est-ce que vous avez à disposition plus d'infos sur ce sujet? Donc oui, nous faisons exactement la détection sur image. Et on peut partager plus d'informations si c'est nécessaire, hein. Ça fait 4 ans qu'on fait de la R&D sur le sujet, donc on a pas mal de choses à raconter sur ce domaine. Ok, bah, vous pouvez éventuellement partager vos contacts ou vos sites internet sur le chat. Et quelqu'un demandait donc la procédure pour s'inscrire à l'appel à projet. Donc effectivement, que ce soit sur le site de la Banque de Territoire ou sur le site de l'Ecolab, vous retrouverez un lien vers le site Démarche simplifiée afin d'écrire, enfin de récupérer tous les documents pour faire votre candidature. Et c'est assez bien guidé. Vous avez tous les documents et ce qu'il faut remplir et des indications sur comment les remplir. Je vois que Céline donne plus d'informations sur la projet de bibliothèque d'IA. Bien. Sans question, je vais donc fermer le webinaire. Vous pouvez toujours me poser des questions sur notre site internet. Et c'est le moment. Ah oui, non, pas d'autres questions. Et donc, sur notre site internet, vous avez notre adresse mail, vous avez le cahier des charges, vous avez l'accès à la procédure pour candidater. Nous sommes aussi présents sur plusieurs salons et les différents intervenants ont pu partager leurs contacts. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez simplement nous demander les contacts des intervenants en nous écrivant. Je vous remercie tous. Je remercie encore une fois les intervenants et je vous dis à bientôt. Merci à tous. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci, au revoir. À bientôt, merci.